7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Depuis des années, la prolifération des parcs éoliens sur le territoire français fait l'objet de nombreuses contestations. Elle provoquerait des répercussions non seulement sur la santé des riverains, mais aussi sur leur tranquillité. Entre les nuisances sonores et visuelles, ces dispositifs sont accusés de défigurer le paysage français. Et pourtant, les États européens sont engagés dans une politique en faveur du développement de l'éolien, en dépit des controverses. L'Union européenne et la France, se sont ainsi fixés des objectifs ambitieux en termes de développement des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Et le pacte vert pour l'Europe pourrait conduire à les accroître. Selon le service des données et études statistiques, les énergies renouvelables représentent aujourd'hui 14% de la consommation d'énergie primaire française, des chiffres en progression depuis la dernière décennie. Alors pourquoi l'Europe nous pousse à déployer ces énergies renouvelables ? N'avons-nous pas déjà l'une des énergies les plus décarbonées d'Europe ? Faut-il continuer cette course folle et sont-elles vraiment la solution pour produire de l'énergie dans notre pays ? On en parle avec nos trois invités. Jean-Marc Governatori, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien candidat aux primaires des écologistes et conseiller municipal de Nice. François Devoyer, bonjour. Bonjour, Maud Koffler. Vous êtes cofondateur de Livre Noir et président du Cercle d'Audace. Vous êtes patron d'émission maintenant. Exactement, sur Radio Courtoisie. Une émission consacrée justement à l'écologie et je termine des études d'agriculture. Ça tombe plutôt bien. Et Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour. Fabien Bouglet, je n'ai plus votre fiche. Vous êtes expert en politique énergétique, auteur de plusieurs livres aux éditions du Rocher, notamment Éolienne, la face noire de la transition écologique. Merci d'être avec nous. Et le dernier, Guerre de l'énergie. Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Qui est très important parce que le débat sur les énergies intermittentes s'inscrit dans cette guerre mondiale de l'énergie. Absolument. Merci beaucoup pour cette précision. Alors Fabien Bouglet, justement, Kadri Simpson, la commissaire européenne à l'énergie, a évoqué devant le Parlement européen l'échec de la France sur ses objectifs liés aux énergies renouvelables. De quoi s'agit-il ? Eh bien, écoutez, c'est une grande fake news de cette commissaire européenne qui confond les moyens et les objectifs. La France est championne en Europe pour son électricité décarbonée. Elle émet 10 fois moins de gaz à effet de serre que l'Allemagne, qui a le record d'éoliennes. Et c'est là toute la subtilité. Si on raisonne en termes de décarbonation, eh bien, la France n'a aucune leçon à recevoir d'une commissaire européenne qui est pilotée par le lobby des éoliennes allemandes. Je rappelle que l'Allemagne est le principal pays fabricant d'éoliennes. D'ailleurs, ça lui réussit bien puisque Siemens Energy, le principal fabricant d'éoliennes, a dû renflouer 15 milliards d'euros de pertes l'année dernière, puisque c'est une catastrophe nationale. Donc, sur ce point, ce qui est fondamental de dire, d'abord, c'est premièrement, les énergies renouvelables ne doivent pas être appelées énergies renouvelables. On doit absolument arrêter de parler d'énergie renouvelable. Il s'agit d'énergie intermittente. Les éoliennes et les panneaux solaires sont intermittents. Elles ne sont pas renouvelables. Ni les pales des fibres de carbone des pales d'éoliennes, ni les panneaux solaires ne sont véritablement recyclables. Donc oui, le vent, le soleil sont renouvelables, mais le moyen de production n'est pas renouvelable, il est intermittent. D'ailleurs, on pourrait dire dans ce cas-là que les centrales nucléaires sont renouvelables, puisqu'elles fonctionnent principalement à la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, il y en a partout. Donc, soit on dit que les centrales nucléaires sont renouvelables parce qu'elles fonctionnent à la vapeur d'eau, soit on dit que les éoliennes et les panneaux solaires sont intermittents. Donc, il n'y a pas de renouvelable là-dedans. Et je crois que là-dessus, il faut que l'on combatte cette espèce de diktat allemand qui consiste à vouloir imposer à la France d'installer des éoliennes pour remplacer son nucléaire ou pour s'ajouter au nucléaire, sachant que, en plus de ces éoliennes intermittentes, et en raison de cette intermittente, nous devons installer des centrales au charbon ou au gaz. Et c'est exactement ce qui se passe en Allemagne. Là, le gouvernement allemand vient de décider d'augmenter la construction de centrales à gaz pour venir en complément des énergies intermittentes, éoliennes et panneaux solaires. Donc là-dessus, je pense qu'il faut vraiment combattre au niveau de l'échelle européenne ce principe et passer sur des objectifs d'électricité décarbonée et pas des objectifs d'électricité intermittente. Alors, on reprend cette table ronde juste après le bulletin d'actualité parce qu'il est bientôt 8h, puis comme ça nous permettra de suivre, de poursuivre tranquillement. Il est donc 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité présenté par Liselotte Dutreuil. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde.
Avec nos 3 invités, Jean-Marc Governatori, François Devoyer et Fabien Bouglet. François Devoyer, on parlait de l'éolien, de sa vocation peut-être à remplacer certaines énergies, notamment le nucléaire. Mais le nucléaire est considéré comme une énergie propre pourtant. La question est assez facile, Maud Koffler. Bien entendu, il faut continuer le nucléaire. Il faut continuer à s'armer avec cette technologie que la France maîtrise particulièrement bien. Je rejoins bien entendu ce qui a été dit par Fabien Bouglet, qui d'ailleurs a étudié la question nucléaire en long, en large, en travers, peut-être pas encore suffisamment. J'espère qu'il fera paraître d'autres ouvrages qui finiront de convaincre le gouvernement. J'aimerais simplement ajouter que je rejoins ce qui a été dit sur les énergies intermittentes et non pas renouvelables. En revanche, on a aussi d'autres formes d'énergie qu'il faut continuer à creuser en France. Je pense par exemple à l'hydroélectricité, où nous sommes particulièrement bien placés. Je crois que nous atteignons jusqu'à 12% de l'énergie produite en France. Or, il y a la petite hydroélectricité, tout comme il y a aussi d'autres formes tout de même de solaire par exemple qui peuvent être adaptées à des hangars agricoles, tout comme on peut réfléchir tout de même à l'éolien sur les bords d'infrastructures déjà, j'allais dire saccagées d'un point de vue esthétique, le long des autoroutes par exemple, quand en tout cas les conditions météorologiques s'y prêtent. Et puis il y a aussi la géothermie, bref, énormément de recherches que l'on doit continuer à conduire. Je rappelle que la France jusqu'au début du XXe siècle était littéralement couverte de moulins, qu'ils soient des moulins à vent ou des petits barrages hydroélectriques, pas encore, quoique pour certains, il y avait déjà de belles, jolies centrales efficaces. Certaines sont encore en place. Je vous donne cet exemple. Des amis ont une centrale hydroélectrique chez eux. L'installation date entièrement des années 1900. Elle fonctionne encore parfaitement et son énergie continue à fournir entièrement le village voisin d'une centaine d'habitants en électricité. Donc ça, ce sont des choses forcément qui ne rapportent rien aux grands lobbies qui viennent d'être dénoncés, mais qui pourtant ont je pense, un grand avenir parce que c'est une énergie locale où la question du transport de cette énergie ne se poserait pas. Voilà pour ma réponse sur le nucléaire. Alors Jean-Marc Governatori, avec le nucléaire, la seule question des déchets se pose. Justement, un scientifique français, Gérard Mourou, prix Nobel de physique en 2018, développe la mise au point d'un laser de haute puissance pour permettre la transmutation de déchets radioactifs. C'est une innovation que vous pourriez soutenir ? Les écologistes centristes que je représente en France et pour cette élection européenne sont des écologistes ouverts par définition. Et je suis heureux de reprendre cette table ronde que j'avais entamée par téléphone voilà 15 jours avec M. Bouglet. Donc c'est très très bien. Vous ne vous quittez plus. Donc M. Bouglet est foncièrement anti-éolien et pro-nucléaire. C'est tout à fait son droit. J'ai aussi beaucoup examiné le sujet. J'ai écrit 15 livres là-dessus. Donc toutes les sources d'énergie ont des inconvénients et des avantages. L'éolien, le solaire, la biomasse, etc. Évidemment. Il se trouve que le nucléaire, au-delà de la problématique des déchets, M. Bouglet nous dira que, par exemple, il y a des futures centrales qui ne produiraient pas de déchets, mais le fait est qu'aujourd'hui, en France, la totalité de nos réacteurs fonctionne avec de l'eau, et que de l'eau, il y en a de moins en moins. Donc, il se trouve qu'il n'y a que le quart de nos réacteurs qui sont au bord de la mer. Donc, les autres sont soit au bord de fleuves, soit ont vraiment besoin d'eau, ils sont d'ailleurs consommateur net de 13% de la consommation d'eau douce de notre pays, et donc c'est une vraie problématique. Et dire que ce serait une énergie renouvelable nucléaire parce que ça fonctionne à la vapeur d'eau, sauf que le solaire, il y en a pour longtemps, le vent, il y en a pour longtemps, et l'eau, on a une vraie problématique d'approvisionnement, puisque la sécheresse, on connaît, et les phénomènes climatiques extrêmes, on connaît. Donc je voudrais dire qu'en matière d'éolienne, effectivement, l'éolien a beaucoup de problèmes. L'éolien flottant nous paraît très intéressant, mais le fait est que on est des modérés, des raisonnables, nous connaissons le sujet et nous pensons qu'un mix énergétique avec l'ensemble des sources d'énergie est indispensable parce qu'en fait, 100% de nos emplois et toute l'économie de notre pays repose sur ces énergies. Et si nous donnions la priorité à une seule énergie, on a des problèmes comme on l'a vécu il y a 15 mois avec la problématique des pannes des réacteurs pour corrosion et autres problématiques. Et la France a été partiellement à l'arrêt. Donc nous, écologistes centristes, souhaitons que le mix énergétique soit le plus large possible
et qu'on prenne garde au nucléaire par rapport à sa problématique d'approvisionnement d'uranium, même si M. Bouglet nous dira qu'on peut que la production, en fait, on a du stock d'uranium en France, mais le fait est qu'on en importe 8000 tonnes par an, et surtout les métaux rares. Donc, les terres rares, les métaux rares, on s'approvisionne à l'extérieur. Une centrale nucléaire, ça fonctionne avec des millions de microprocesseurs. Donc, ça nous rend dépendants de l'extérieur. C'est pourquoi la meilleure source d'énergie est celle qu'on n'utilise pas, et nous, écologistes centristes, pensons que nous pouvons fonctionner avec beaucoup moins d'énergie qu'aujourd'hui. Donc j'entends que vous n'avez pas une position radicale sur le sujet. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas pour l'arrêt total du nucléaire? Certainement pas. Non, ce serait totalement irréaliste. Oui. Et nous sommes tout à fait ouverts à la réflexion sur les innovations. Effectivement, le projet de réacteur au sodium et à neutrons rapides nous paraît effectivement une belle piste, puisque ce serait plus sûr, ce serait beaucoup moins consommateur d'uranium et il n'y aurait pas de déchets, ou en tout cas les déchets seraient réutilisés. Ça, c'est une piste très intéressante. Fabien Bouglet, vous êtes d'accord? Oui, alors, je voudrais préciser une chose. Je vais essayer de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport à nos échanges et par rapport à cette question de mix électrique qu'on évoque de manière générale. Mix énergétique. Alors moi, je vais parler du mix électrique, c'est-à-dire la production d'électricité en France. La production d'électricité en France doit répondre à 3 objectifs majeurs. La question de la souveraineté électrique, la question de la sécurité électrique et la question du faible impact environnemental. Comme vous l'avez dit, Jean-Marc, toute source d'électricité a un impact environnemental. Or, on confond dans ces 3 modes de production d'électricité, dans ces 3 objectifs de production d'électricité, le nucléaire est le seul qui répond. Et d'ailleurs, depuis 1974, avec le plan Messmer, pendant 50 ans, ça a super bien marché. À partir du moment où on a mis les éoliennes en 2001 avec l'arrêt Cochet, ça a commencé à foutre le foutoir. Pourquoi? Parce qu'on met des énergies intermittentes dans un réseau qui est stable, puissant et massif du nucléaire couplé avec des barrages. Or, le problème du fait d'implanter et d'installer des éoliennes intermittentes dans le réseau, c'est que d'une part, aucune éolienne n'est produite en France, et une éolienne a une durée de vie de 20 ans. Ensuite, les panneaux solaires, sont tous fabriqués en Chine. Donc, souveraineté énergétique, ça coche pas. Tout à fait. Sécurité énergétique, les éoliennes, ça produit 21% de leur capacité maximale de production. Donc, ça produit au quart maximum de ce que ça peut produire. Les panneaux solaires, c'est 13%. Et enfin, le faible impact environnemental, pour une centrale nucléaire qui pèse 1 km², il faut l'équivalent de 1000 éoliennes en mer sur 1000 km². Donc, si vous voulez, si on prend tout ça, l'éolienne en complément. Ensuite, il faut bien intégrer une deuxième chose. L'électricité n'est pas une matière qui se stocke. Donc, le nucléaire, c'est la base. Ensuite, lorsqu'il y a des pics de consommation, parce que l'enjeu, c'est le pic de consommation électrique, quand il fait froid, etc., ensuite, on utilise les barrages. Et est-ce que les éoliennes sont un apport pour les pics de consommation? Eh bien non, parce que quand il y a les grands froids, c'est le moment où on a besoin d'électricité et c'est le moment où justement les éoliennes ne produisent pas. D'ailleurs, je voudrais corriger un chiffre que vous avez donné. C'est dans le mix énergétique français, vous avez dit 14% d'énergie renouvelable. Et dans ces 14%, l'éolienne ne représente que 1,5% du mix énergétique total, primaire. Donc, on voit bien que l'éolienne, c'est du superflu. Et par contre, ça coûte une blinde, 150 milliards selon les chiffres de la Cour des comptes et de différentes commissions d'enquête. Et RTE et Enedis viennent nous expliquer que pour raccorder ces fameuses éoliennes intermittentes, ces éoliennes qui sont intermittentes et qui posent des problèmes de réseau, il allait falloir dépenser 200 milliards d'euros de raccordement au réseau, c'est-à-dire 350 milliards d'euros pour des éoliennes intermittentes qui ne représentent que 1,5% du mix énergétique. Qu'on arrête avec ces éoliennes, que les personnes veulent mettre des panneaux solaires sur leur terrain agricole, sur leurs locaux agricoles, bien sûr, c'est de l'autoconsommation. Mais ne confondons pas la politique électrique et énergétique d'un pays pour construire des sous-marins, pour construire des porte-avions, pour construire des tanks, pour assurer l'électricité de nos hôpitaux, et la consommation individuelle pour pouvoir consommer. Ça n'a absolument rien à voir. Vous voyez, moi, je raisonne en termes de souveraineté
et de côté régalien. C'est deux choses différentes et que l'on confond assez souvent. La consommation individuelle et la production nationale d'électricité. Jean-Marc Governatori voulait répondre. Ah oui, mais j'entends tout à fait ce que dit M. Bouglet. Et pour nous, le maître mot, c'est l'autonomie. Autonomie des territoires, autonomie alimentaire, autonomie énergétique des régions. Je note que le Portugal, l'Allemagne et l'Espagne ont produit en 2023 la majorité de leur électricité à partir de sources renouvelables. Alors j'entends bien qu'effectivement, il y a des inconvénients. M. Bouglet a totalement raison. Mais il ne faut surtout pas se reposer sur une énergie essentielle et, à notre avis, surtout pas sur le nucléaire. Très bien. Alors, moi, j'ai trouvé la solution. Figurez-vous que, et je plaide cette solution dans mes différents livres, Nucléaire, les vérités cachées et Guerre de l'énergie. Je vous ai parlé du millefeuille d'électricité. On fait le nucléaire, c'est la base, 60-70% du mix électrique. Ensuite, on met du barrage hydroélectrique. On active les barrages, 80% du mix électrique. Ensuite, on utilise la biomasse, c'est-à-dire les déchets que l'on consomme et qui vont produire de l'électricité. Et ensuite, pour faire une dernière partie décarbonée, eh bien, une boîte suisse vient de créer une turbine à hydrogène qui peut produire de l'électricité avec de l'hydrogène avec une quantité entre 100% ou 0%. C'est-à-dire qu'on peut mixer du gaz avec de l'hydrogène et progressivement n'utiliser que de l'hydrogène. L'hydrogène est totalement décarboné. Et je vous rappelle qu'on vient de faire une découverte extraordinaire dans les anciennes mines en Moselle d'un puits et d'une réserve d'hydrogène naturel, de l'hydrogène blanc, et donc qui est 4 à 5 fois moins cher à produire puisqu'il est existant. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que l'on crée des centrales à gaz hydrogénées pour ces pics de consommation qui seront progressivement totalement décarbonés. On commence d'abord par du gaz et ensuite, avec l'hydrogène blanc que l'on a en Moselle, par exemple, ou même en Bretagne, ou même dans le sud de la France, eh bien, on a un mix qui sera 100% décarboné, nucléaire, hydroélectricité, biomasse et centrale hydrogène. Voilà le mix électrique que je propose, qui est un mix totalement décarboné et totalement souverain avec une production de gaz qui est sur le sol français. D'accord, sauf qu'il faut on pourra rajouter du gaz en produisant du gaz hydrogène avec nos centrales nucléaires lors des bas de consommation. Jean-Marc Governatori. Sauf qu'il faut s'approvisionner en terres rares, Fabien. Et par ailleurs, on pourra utiliser les éoliennes en mer. Ok, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Mais le fondement. Ça fera une mine de terres rares incroyable. Il y a plein d'éoliennes à démanteler. Alors je peux vous garantir que là, on a du stock. C'est 1 tonne de terres rares par éolienne en mer. D'accord. Le fondement d'une bonne politique énergétique, c'est réduire le besoin d'énergie de la société. Ça, c'est la base de la base, Fabien. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Voilà. Mais les terres rares, quand on regarde les schémas internationaux, il y a un schéma d'un article passionnant que je vous ai envoyé d'ailleurs l'autre jour, montre bien que le besoin en matière critique dans le domaine nucléaire et dans le domaine éolien n'a absolument rien à voir. Ah, tout à fait d'accord. Le nucléaire, c'est le domaine électrique qui permet d'utiliser le moins de matière et qui permet une rentabilité en matière de production électrique qui est incomparable par rapport au photovoltaïque et à l'éolien, sans compter la place qu'on doit utiliser, la mobilisation en artificialisation des sols qu'on doit par exemple utiliser pour les panneaux solaires. Donc on a à la fois du besoin en matière et on a à la fois un besoin en territoire mobilisé. Donc c'est absolument incomparable, on ne peut pas comparer. Et d'ailleurs il y a des études internationales sur le besoin en terres rares, et aujourd'hui on en arrive à l'incroyable paradoxe, c'est que la transition énergétique qui est justement faite pour éviter les émissions de carbone est le mode de production électrique, enfin le mode qui tend à le mode de production électrique le plus destructeur de nos écosystèmes, avec le développement des mines
partout dans le monde et qui a un effet désastreux pour les écosystèmes. C'est là où c'est le paradoxe. Mais de toute façon, c'est fini la transition énergétique. Hein. On va donner la parole. Un cycle monologue, ça permet que vous évoluiez. Moi, je parle là. Vous avez Alors, raison une tout seul. petite réaction, Fabien Bouglet, sur votre mix. Simplement, la biomasse, par exemple, est de plus en plus coûteuse et sur le plan énergétique et sur le plan financier. On se rend compte que l'exploitation, par exemple, de nos forêts, qui devait être une magnifique réserve d'énergie, en fait, se révèle très complexe avec une difficulté de trouver de la main-d'œuvre, tout simplement, avec des machines qui sont très consommatrices en fuel, qui elles-mêmes ont un coût de production important. Donc, c'est délicat tout de même de trouver d'énergie idéale. Et puis, quant à l'hydrogène, moi, j'en entends parler au moins depuis la campagne 2012. Alors, ça fait plus de 10 ans maintenant. C'est un peu le serpent de mer. C'est-à-dire que j'attends cette solution miracle dont souvent la droite parle. Mais effectivement, le vrai sujet auquel vous n'avez pas répondu, Monsieur Bouglet, et que lançait Monsieur Governatori, c'est tout de même, est-ce qu'on ne va pas devoir revoir notre consommation d'énergie? Est-ce qu'on ne va pas devoir réfléchir à une forme de sobriété? Fabien Je vous Bouglet. laisse parler Jean-Marc parce que j'ai beaucoup parlé. Jean-Marc Gouvernet. Effectivement, la base de la base et la meilleure énergie, et Fabien le confirmera comme monsieur, c'est qu'effectivement, c'est l'énergie qu'on n'utilise pas. Et aujourd'hui, on a créé une société où, par exemple, on multiplie les produits jetables et tout produit consommé, tout produit fabriqué est très gourmand en eau douce et d'autre part très gourmand en énergie. Donc par exemple, quand vous développez l'économie circulaire, si vous faites comme nous le souhaitons, écologie centriste, vous faites de l'économie circulaire l'économie reine, vous faites beaucoup d'économies d'énergie. Et en fait, l'économie circulaire est une merveilleuse source d'énergie. Alors moi, je Fabien. suis pour la parcimonie, c'est-à-dire je suis contre le gaspillage, mais je suis un opposant acharné à la décroissance. Alors, Pour on ne moi, parle la pas de décroissance. décroissance. Comment? Oui, non, mais On n'a pas dit qu'on voulait faut faire attention organiser parce la on passe chute très rapidement du de PIB la de chaque pays. sobriété à la décroissance. C'est le problème. C'est-à-dire que moi, je suis pour une abondance électrique, comme on a eu, parce que lorsque la France a eu une abondance d'électricité, parce qu'on avait un surcroît d'électricité, parce qu'on avait construit trop de centrales nucléaires, on s'est rendu compte que, en fait, on pouvait exporter notre électricité, d'une part, et d'autre part, ça permettait d'avoir une compétitivité pour nos industries. Or, on voit aujourd'hui que c'est bien parce qu'on n'a pas une abondance d'électricité que ça crée un surcoût de l'électricité. Et d'ailleurs, l'incroyable paradoxe, c'est que ce qu'ont annoncé par exemple Madame Vargon de la Commission de régulation de l'énergie ou le ministre de l'énergie, c'est que c'est parce qu'on n'a pas assez consommé et qu'il y a eu une sobriété que les factures d'électricité et de gaz augmentent. Oui. Donc, on va être très concret. On va être très concret, Fabien Bouglet. Est-ce que vous pensez, par exemple, les devantures des grands magasins laissées illuminer toute la nuit, est-ce que vraiment c'est un modèle qui est viable et qui est souhaitable pour les années à venir? Alors, en fait, il faut bien comprendre, ça c'est un exemple tout à fait frappant, c'est le même exemple que les illuminations de Noël. Vous allez me dire que ça ne consomme rien, mais c'est un symbole. Si vous êtes en Allemagne et que vous avez une électricité qui est produite avec du charbon, faire des illuminations la nuit dans les centres commerciaux sont très polluantes, comme les illuminations de Noël. En revanche, si vous faites des illuminations de Noël ou les illuminations des centres commerciaux la nuit, lors des bas de consommation, de toute façon, l'électricité comme je le disais, ne se stocke pas. Donc, il faut bien comprendre que l'électricité, c'est un flux d'électrons. Ce qui n'est pas consommé n'est pas consommé. De toute façon, on ne réserve pas le flux d'électrons. Donc, dans les bas de consommation, vous pouvez de toute façon, à 23 heures, mettre de la lumière dans les villes pour justement assurer la sécurité des villes. C'est très important d'avoir la sécurité des villes. Eh bien, ça n'aura aucun impact en termes électriques puisque ce sera les bas de consommation. Cher Fabien, peut-on vous répondre?
Jean-Marc Gouvernatoriste, à vous. Non, le charbon est très minoritaire dans la production d'électricité en Allemagne. Vous savez très bien qu'en 2023, ce sont les énergies renouvelables éoliennes et solaires qui ont leurs inconvénients, je vous l'accorde avec plaisir, qui ont été la majorité de la production électrique allemande, Fabien, d'une part. Tout à fait, c'est tout à fait exact. Et d'autre part, mais si vous parlez tout le temps, vous avez forcément raison avec vous-même. Et d'autre part, concernant l'abondance que vous souhaitez et qui est audible, hein, la problématique, c'est le stock de matières premières sur la planète Terre. Forcément, ce stock de matières premières sur la planète Terre, il est fini à un moment donné. Soit dans 10 ans, soit dans 3 siècles, il est fini. Et c'est vrai que souvent, on raisonne pour le 21e siècle, éventuellement sur le 22e. Mais moi, je fais de la politique. J'estime que gouverner, c'est prévoir. Et que le mode de vie que nous devons avoir, à mon avis, et le mode d'utilisation des énergies que nous devons avoir, à mon avis, c'est aussi prévoir pour ce qui va se passer au 25e siècle. Donc c'est pourquoi nous ne sommes pas opposés à l'innovation dans le nucléaire et pourquoi pas une technologie qui sera sans défaut. C'est possible, nous l'envisageons. Mais parler d'abondance en 2024 alors que le stock de matières premières est par définition un stock de produits finis me paraît peut-être prématuré. Alors pour l'Allemagne, allez-y. Pour l'Allemagne, vous avez tout à fait raison. Pour la première fois depuis quelques années, puisque l'année dernière c'était le charbon qui était le mode de production d'électricité le plus important en Allemagne. Donc, cette année, effectivement, les panneaux solaires et les éoliennes ont dépassé le charbon, mais enfin, qui reste quand même à hauteur de presque 30%. Et pour autant, l'Allemagne, qui a le record d'éoliennes, qui a ce mix électrique qui est principalement produit par des énergies intermittentes, eh bien, produit 8 à 10 fois plus, 400 à 500 grammes de CO2 par kilowattheure produit, alors que la France, qui est vraiment le mauvais canard, hein, le mauvais élève, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'éoliennes, elle a 40 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Alors, c'est qui le mauvais élève? C'est la France parce qu'elle n'a pas d'éoliennes, ou c'est l'Allemagne parce qu'elle émet beaucoup d'effets de gaz à effet de serre avec ses éoliennes couplées au charbon? C'est ça l'enjeu. Ah ben, tout à fait d'accord. C'est pourquoi il faut un mix énergétique. Au moins des éoliennes, les pays émettent 10 fois plus de gaz à effet de serre. C'est le même cas que l'Irlande, par exemple. Donc, il ne faut pas confondre les objectifs et les moyens. Tout à fait. Et il ne faut pas parler que d'émissions de CO2. Il faut aussi parler d'émissions de microparticules nocives pour la santé. Parce qu'on se concentre trop sur le CO2. Entièrement d'accord. Et l'Allemagne, sur ce point, oui, je pense que le CO2, les gaz à effet de serre sont du charbon. Alors, messieurs, permettez-moi de reprendre le pouvoir. Il reste 2 minutes. François Devoyer, la jeunesse de France, à la veille des élections européennes. La jeunesse de France est écologiste. La jeunesse de droite, loin de l'idée populaire, l'est tout particulièrement. Et pourtant, selon une étude de l'IFOP datant de 2020, sur un échantillon de Français se considérant de droite, 67% pensent qu'aujourd'hui, aucun parti de droite n'incarne l'écologie. Aujourd'hui, avez-vous le sentiment que ce thème est le grand absent du débat public dans le camp patriote? Oh que oui, j'avais fait le pari d'ailleurs qu'aux élections européennes, l'écologie serait au cœur des débats. C'est en train de se passer à travers l'agriculture, qui est bien entendu une des émanations de cette large question écologique au sens vraiment de science du foyer, science de la maison. Bien entendu, la droite gouvernementale, partisane, que ce soit Reconquête, les Républicains et le Rassemblement national, n'évoquent pas du tout assez ces sujets, à des programmes qui ne sont pas du tout audacieux. Je pense qu'il y a un déni semblable à gauche sur l'immigration qu'à droite sur l'écologie. Il y a les deux mêmes dénis, avec les deux mêmes temporalités, avec les raisonnements exactement de même type, les mêmes mécaniques de raisonnement et de refus de voir la réalité en face. La question deviendra électorale, puisque c'est l'argument des politiques de dire « mais aujourd'hui les gens ne votent pas pour ça », ça n'est que le troisième thème, oui, comme l'immigration, à peu près, c'est placé au même niveau. Eh bien, ce sera électoral lorsque vous aurez des incendies absolument dramatiques au moment d'une élection. Ça pourrait être le cas début juin, qui sait après tout, ou des inondations abominables en période de présidentielle. Là, on verra à quel point les choses peuvent avoir un impact politique. Donc j'aimerais effectivement que la droite s'empare enfin de ce sujet qui est majeur. Et certes, il faut refuser l'écologie punitive, c'est-à-dire celle qui vise simplement à rendre coupable l'homme blanc occidental d'avoir abîmé la terre et la nature. En revanche, je pense qu'il faut être courageux et accepter d'être coercitif, comme l'a été le général de Gaulle avec les parcs naturels régionaux, par exemple, et les parcs naturels nationaux, ou plus tard, la loi littorale,
Aujourd'hui, je pense que tout le monde s'en félicite et je peux vous assurer que pourtant beaucoup disaient mais c'est abominable, on va nous empêcher la liberté, etc., la liberté de construire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut de notre patrimoine. Eh bien non, il y a des communs, il y a des biens communs au niveau national, au niveau européen et effectivement au niveau de l'humanité, même si je pense que rien ne se réglera par le global. Donc c'est par le national et par le niveau européen qu'on pourra régler ça. Il est important que la droite s'en empare enfin. C'est pourquoi l'écologie au centre existe et qui porte ces idées-là, exactement. Bon, on terminera avec ces mots. Merci à tous les trois pour ce débat fascinant. En fait, j'aurais dû vous laisser tous les trois tout seuls. Je ne servais à rien, moi. Oh non, au contraire, vous étiez une merveilleuse arbitre. Oh, vous êtes gentil. Merci beaucoup. Alors, Jean-Marc Governatori, ancien candidat aux primaires des écologistes et conseiller municipal de Nice. François Devoyer, cofondateur de Livre Noir, président du Cercle Audace, patron d'émission sur Radio Courtoisie. Et Fabien Bouglet, expert en politique énergétique. Et on rappelle le titre de votre dernier livre, effectivement, Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, paru aux éditions du Rocher. Merci à tous les trois et à très vite sur notre antenne.